Si alors les comptes d'épargne rentabilisent pas comme on veut, on doit chercher des investissements qui rentabilisent plus, mais où on va trouver cette opportunité? C'est dans les marchés financiers. Pourquoi? Parce que dans les marchés financiers, on a les secteurs immobiliers, on a les luxes, on a l'industrie, on a la santé. Tous les secteurs font partie du secteur financier, du secteur boursier. Donc, les actifs disponibles dans la bourse sont un peu les résumés de tout ce qu'on va trouver dans la vie réelle. Et c'est pour ça qu'on a une grande opportunité, une des meilleures opportunités des dernières années pour commencer à faire des investissements parce qu'actuellement, les indices des petites sociétés sont très bas par rapport à la valeur qu'ils méritent. Et en Europe, on a plus de 150 sociétés éligibles avec une rente passive qui dépasse les 5%. Plus de 150 sociétés éligibles. Si on va enlever les sociétés qui sont plus endettées ou celles qui ont des marges moins élevées, ça reste quand même une centaine de sociétés qui payent des rentes passives supérieures à 5-6%. Mon portefeuille personnel que j'ai créé justement pour montrer aux gens de ma formation, pour les clients, comment bâtir un portefeuille de rente passive, je l'ai créé, ça fait peu de temps. J'ai créé 1er janvier de cette année-là, 2023. Donc, j'ai décidé d'arrêter un peu de faire des investissements sur mon portefeuille privé. J'ai créé un portefeuille public où des centaines de personnes ont accès. Et à ces moments, la rente passive prévue pour l'année prochaine, d'après les dividendes prévus pour chaque société de portefeuille, dépasse les 8%. Même si une société décide de baisser les dividendes ou couper un peu les dividendes, on va sur plus de 7% qui est des rentes passives sans parler de la plus-value. Si vous avez l'SP 500, en 2020, les marchés ont fait moins 33. Après cette période, les marchés ont fait plus ou moins 85% positif. C'est pour ça que je vous dis, on était en 2020, j'avais déjà la chaîne YouTube, j'avais beaucoup de clients, je disais, là, c'est une opportunité, il faut pas avoir peur, ça va arriver, ça va arriver. Mon expérience personnelle au Brésil, entre 2012 à 2015, les marchés ont fait 3 ans de baisse. Et moi, j'ai vécu ça, c'était terrible du point de vue mental, mais ça, c'était une expérience incroyable parce que j'ai appris à garder la partie émotionnelle et toujours étudier, toujours analyser les marchés du point de vue d'avoir une opportunité. Il n'y a pas de mauvais jours dans la bourse. Si les marchés tombent, on a une opportunité, on a des bons actifs, des bonnes actions à un prix moins cher. Et si les marchés ils montent, on gagne de l'argent. Et dans la majorité du temps, les marchés vont monter. Donc, c'est qu'on fait, on fait des achats réguliers. Et si on a un peu plus d'argent pendant les baisses, et surtout si on n'a pas peur des baisses, on va investir chaque fois plus. Donc ici, sur les regardez, sur les graphiques précédents, vous avez une période des 5 ans. Mais regardez ici la période des longs termes. Plus 300%, moins 40. Plus 60, moins 40. Plus 264, moins 33. Plus 63, moins 24. Donc, les marchés, il a des cycles. Et ce que l'investisseur débutant il doit apprendre aussi, c'est qu'on ne peut pas deviner quand ça va baisser. On ne peut pas deviner. Donc, tout le monde serait millionnaire. Les analystes financiers, les gérants, tout le monde serait millionnaire. On ne peut pas prévoir. Justement, l'effet qui est la variable de la crise, c'est une variable surprise. Ça empêche de deviner. Donc, c'est qu'on fait. Tout le monde panique. Tout le monde est en train de vendre des actifs parce qu'il pense que le marché va couler et aller à zéro. Il ne va jamais aller à zéro parce que la bourse, on a des actions. Les actions sont des parties des sociétés. Les sociétés sont la base de notre société de la vie réelle. Ou vous bossez par des sociétés, sinon vous avez des sociétés, sinon vous avez quelqu'un dans la famille, vos proches qui travaillent pour des sociétés. Les sociétés sont la base de notre société, sont la base de la société qu'on dit civile. L'État, il va en fait prendre des impôts à partir des sociétés, à partir des revenus des citoyens. Donc, dans l'SP 500, par exemple, on va trouver les 500 plus grosses sociétés de marché américain. S'il y a quelques sociétés qui font faillite, elles vont quitter cette liste des 500 sociétés. Il y a des autres sociétés qui vont les remplacer. C'est pour ça qu'à long terme, la direction est une seule, vers les hauts. Depuis les années 80, 90, les marchés fait 7,2% par an en moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire la moyenne? Bon, il y a des années, les marchés vont faire moins 10, des autres années, il va faire plus 16, des autres années, il va faire plus 7, des autres années, plus 22, après moins 9. Mais dans la moyenne, à long terme, si vous prenez des périodes de 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, les marchés, il est toujours positif avec une rentabilité moyenne. Ça veut dire vous pouvez avoir quelques années négatives, la majorité d'années positives, mais si vous faites la moyenne sur les 10 ans, vous toujours allez avoir une rentabilité qui est positive si vous avez un portefeuille évidemment bien équilibré. La moyenne sur les dernières années, c'est 7,2. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire 7,2? On va être pratique ici. Sur 30 ans, si vous investissez 10 000 euros et votre investissement, il fait 7,2% par an, donc vous allez terminer la période d'investissement, vous allez arriver à la période d'investissement avec 80 000 euros. Donc ici, vous allez multiplier les capitales par 8. Donc faites attention à ça qui c'est ici à mon côté. 7,2% sur 30 ans. Une chose que vous devez garder en tête par rapport à une formule que vous pouvez garder en tête, c'est que 7,2, 7% par an, chaque 10 ans, ça va doubler les résultats. Donc, par exemple, 10 000 euros investis
Après 10 ans avec une rentabilité de 7,2, ça va devenir 20 000. Mais si j'ajoute encore 10 ans, donc j'avais déjà investi sur 10 ans, je vais à 20 ans, donc je vais doubler la valeur que j'avais à la fin des 10 ans. Donc si j'avais 20 000, je vais à 40 000. Et après, si j'ajoute encore 10 ans, ça double à nouveau. C'est pour ça que Warren Buffett, il est devenu super riche quand il était millionnaire depuis qu'il est jeune, il est devenu hyper milliardaire depuis qu'il est plus vieux, parce qu'à chaque 10 ans que ça passe, il va doubler les montants d'argent qu'il avait, que c'était déjà énorme. Ça, ce sont les effets de l'intérêt composé. Imaginez, vous faites des investissements, vous investissez pendant 10 ans chaque mois. À la 10e année d'investissement, on suppose que vous gagnez 20%. Les marchés ont fait 20%, votre portefeuille a fait 20%. 20% sur la 10e année d'investissement, ça veut dire que vous gagnez 20% de tous les montants déjà investis et rentabilisés de votre portefeuille. C'est ça l'effet des intérêts composés. Vous gagnez toujours par rapport les gains que vous aviez déjà obtenu. Donc, et pourquoi maintenant dans cette image ici, c'est écrit DCA? C'est quoi la DCA? C'est Dollar Cost Averaging. Ça veut dire acheter mensuellement. C'est ça que la majorité des gens ils font parce que normalement, on reçoit des salaires mensuels. Donc, on va payer nos dépenses. Ensuite, on va analyser combien ça reste, c'est l'épargne et on va en fait épargner, investir. Donc, la majorité des gens vont faire des achats réguliers et c'est les plus recommandés parce que comme ça, on risque pas de tomber sur les pires timings. Peut-être on va commencer à investir et demain, c'est la crise. Si on investit un gros montant, on doit attendre beaucoup de temps pour récupérer. Mais on peut investir demain aussi et les marchés peuvent faire que monter, comme c'était entre 2010 et 2020. Donc, comme on ne peut pas deviner ces timings des courts termes, mais on sait qu'à long terme, les marchés les haussiers, les mieux à faire, c'est de faire des CA, c'est des achats réguliers. Et 300 euros investis mensuellement pendant 30 ans, avec une rentabilité de 7,2% par an, vous allez terminer avec 364 000 euros. Imaginez, avec l'inflation, si vous faites rien, 108 000 que vous avez investis, ils vont valoir moins de 30 000, moins de 20 000 pendant une période de 30 ans. Mais si vous investissez, vous multipliez ces capitales. C'est ça que vous devez garder toujours en tête. Et si vous avez un historique de hyper long terme de la bourse, donc vous avez des 1800 jusqu'à une date récente, et la bourse, même en passant par la crise des 30, 1930, 29 et 30, même en passant par la première guerre, la deuxième guerre, en passant par les fonds de l'étalon or, ça veut dire on avait la même quantité de dollars, de l'or dans les mondes, après c'est fini. En passant par la crise des tigres asiatiques, la bulle de l'internet, les subprimes, la crise de la Grèce en Europe, en passant par la pandémie mondiale, tout ça, c'est négligé parce que la courbe devient une ligne droite vers le haut et c'est la rentabilité des sociétés à long terme. Les sociétés s'adaptent aussi. Avant, dans les années 1800, on n'avait que des sociétés de transport et énergie. Ensuite, on a commencé à avoir des sociétés financières très développées. Après les années 90, on a commencé avec les sociétés de technologie. Prochainement, les marchés vont s'adapter. Toujours, il y aura des sociétés qui vont quitter les marchés ou des secteurs qui vont pas bien rentabiliser et des autres secteurs qui vont rentabiliser plus pendant une certaine période. Et c'est pour ça qu'on doit avoir un portefeuille très bien diversifié. Bon, ici vous avez un graphique très polémique. En France, tout le monde est passionné par l'immobilier. Moi, je le suis aussi. Je suis très pour l'immobilier, mais les gens oublient que l'immobilier c'est pas le seul investissement. L'immobilier c'est pas les meilleurs investissements. C'est un des meilleurs investissements. Mais l'immobilier c'est seulement un secteur de marché. Évidemment, sur les pays développés comme la France, on peut emprunter de l'argent, on peut faire de l'effet levier, on peut acheter la maison. En fait, la personne va payer les loyers, à la fin c'est elle qui va payer les crédits, etc. Et bref, on n'a pas un pouvoir illimité de faire des emprunts, des crédits. Il y a des gens qui ne veulent pas manager les maisons, faire des travaux, avoir des problèmes avec les gens qui vont louer la maison. Donc, et même si vous regardez la rentabilité en considérant les impôts, etc., l'immobilier est loin d'être le plus rentable dans la moyenne. Évidemment, si vous trouvez la pépite aussi, c'est comme dans la bourse, vous trouvez la pépite. Mais en moyenne, l'immobilier est loin d'être le plus rentable. Si on considère en Europe et en France, les actions avec des dividendes réinvestis, on bat largement les secteurs immobiliers. Sur la période des 88 à 2018, les marchés d'actions avec dividendes réinvestis a fait 4 fois plus que les marchés immobiliers. Regardez que vous avez les assurances vie avec fonds héros, des SICAV monétaires, tout ça arrive même pas proche de la rentabilité qu'on trouve sur les secteurs financiers. Et bon, parfois on a des baisses dans les marchés. 97, 2001, 2008, 2013, 2020, 2024, peut-être. Je ne sais pas, mais c'est pas notre devoir comme investisseur de deviner ça. On doit toujours penser qu'on investit avec un
un B à des partenaires. On devient partenaire des belles sociétés. On veut gagner de l'argent avec. C'est même une façon démocratique de gagner de l'argent. Parce que quelqu'un qui est millionnaire ou milliardaire, qui a créé une société il y a longtemps, et la société elle est cotée dans la bourse. Moi, avec quelques euros, je peux acheter quelques actions et être partenaire d'une société que quelqu'un d'autre a créée. Donc, c'est une façon aussi de démocratiser la finance et l'épargne. Et vous devez garder en tête que l'investisseur doit toujours réfléchir aux crises comme des opportunités. Donc, à nouveau, les baisses sont invisibles à long terme. Donc, vous voyez sur les 10 dernières années ici, toutes les baisses sont négligeables à long terme. Ici, un graphique qui montre dans un format très intéressant les périodes haussières de marché, les périodes baissières de marché. Les périodes haussières durent plus longtemps et sont plus intenses que les périodes des baisses qu'on va trouver sur les cycles de marché. Donc, à nouveau, on revient sur les graphiques des 5 dernières années qui montrent qu'on ne doit pas avoir peur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, en 2020, tout le monde paniquait. Tout le monde qui achetait des actifs en 2020 avec des actions qui montaient. Un côté positif que tout le monde était à la maison, c'est que les gens commençaient à s'intéresser par la bourse. Les problèmes, c'est que les gens commençaient à acheter n'importe quoi. On commençait à acheter des actifs qui ont promis de faire x10 rapidement. Et bah, après cette période de récupération de marché 2020-2021, les sociétés qui n'avaient pas de vrais résultats ont commencé à tomber. Et donc, il faut faire attention. Pendant les baisses, presque toutes les choses vont monter, mais c'est important de choisir les bons actifs de qualité qui vont monter et vont rester durables et pérennes. Ça peut assurer notre épargne dans les futurs, ça peut assurer une retraite tranquille, les faits de devenir partenaire des sociétés solides. Bon, ici, c'est une étude très intéressante faite par Capital Group. Si vous voulez chercher sur Google, il suffit de taper It's time, not timing. C'est une étude qui montre que le plus important, c'est combien de temps vous passez investi et pas les timings, la période exacte que vous devez placer de l'argent. C'est une étude faite entre 1927 et 2018 qui étudie les périodes, l'horizon d'investissement par rapport à la rentabilité. Donc, je vais résumer ici pour vous. Ces graphiques-là montrent combien d'années positives on a eu entre 1927 et 2018. Pendant 1927 et 2018, on a eu 66 années positives et 25 années négatives entre 1er janvier et 31 décembre. Mais si on regarde des périodes de 5 ans, par exemple, donc entre 1927, 1932, 1928, 1933, 1929, 1934. Donc, si on avance sur des périodes de 5 ans, on monte déjà à 76 périodes positives et 11 années négatives. Donc, on monte la probabilité de succès avec un horizon d'investissement des 5 ans, on monte à 87% des probabilités de succès. Sur une période de 10 ans, on monte à 94, en partant du principe que quelqu'un ici fait un investissement sur un portefeuille de marché américain. Et encore plus pertinent, c'est l'effet d'avoir un portefeuille diversifié entre Europe et les États-Unis. Il n'existe pas une seule période depuis la crise de 1929 où on va trouver un portefeuille négatif diversifié entre l'Europe et les États-Unis. Par exemple, avec un ETF européen et un ETF américain, ou sinon quelques actifs choisis à la main, en direct avec le stock picking en Europe et aux États-Unis, dès que la personne respecte les principes des bases de diversification, d'avoir au moins 6-7 heures dans les portefeuilles, avoir au moins une dizaine d'actions dans les portefeuilles. Donc, regardez que l'horizon de long terme est votre ami. C'est difficile et presque impossible de devenir riche d'un jour sur l'autre. Sur ces lives-là, on parle d'argent, on parle de rentabilité, mais je suis loin de vous promettre de devenir riche d'un jour sur l'autre ici. Parce que la façon la plus facile de devenir riche, c'est d'avoir de la patience et faire des investissements de long terme. Que l'intérêt composé, il joue à votre faveur. Avec 300 euros, 250 euros, si vous avez un horizon de long terme, vous allez avoir un deuxième salaire de retraite. Donc, vous allez arriver à la retraite ou même vous pouvez partir en avance. C'est ça l'objectif de tout le monde, je pense, c'est de passer une période plus tranquille, proche de la retraite ou prendre la retraite en avance. Donc ici, c'est les résumés. Hein. Vous avez la période d'un an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. La probabilité de succès augmente énormément au fur et à mesure qu'on avance sur les temps. Bon, à mon avis, il y a des stratégies complémentaires et parfaites. C'est la stratégie des rentes passives à dividendes et c'est la stratégie où notre objectif, c'est de faire de la croissance et de la plus-value. C'est justement l'objectif, c'est de gagner un peu plus d'argent en termes de plus-value. C'est la stratégie small cap. Donc, une stratégie dédiée à la rente passive et dividendes et l'autre dédiée à la stratégie small cap. Et pourquoi je pense qu'elles sont parfaites ou complémentaires? L'une est risquée et l'autre plus safe. En termes de gestion des risques, c'est plutôt comme ça. Pour la gestion des risques, c'est aussi une réponse. Les actions à dividendes pour assurer la valeur de son portefeuille. Les small caps pour booster la valeur du portefeuille. C'est plutôt dans ce sens aussi. Dividendes, rente passive 5% par an et small caps, c'est plus-value ou les paiements, les portefeuilles. C'est plutôt comme ça. En fait, la stratégie à rente passive, la stratégie à dividendes, il y a plusieurs sous-catégories de la stratégie à dividendes. Par exemple, il y a des investisseurs qui aiment bien acheter Coca-Cola
qui est un aristocrate, une société qui verse des dividendes à longtemps, mais qui a un dividende de 3% par an. Il y a un autre type d'investisseurs à dividendes, où moi j'ai tombé dedans, qui sont les investisseurs qui cherchent des rentabilités élevées, mais pas les plus élevées. Vous savez très bien pourquoi. Les sociétés qui versent beaucoup de dividendes, normalement, ne sont pas pérennes, ne vont pas arriver à verser ces montants pendant longtemps, mais des sociétés qui versent au moins 5% et demi, 6%. C'est comme ça, on trouve des sociétés qui sont déjà dans un état très pérenne et arrivent à verser des dividendes sur le long terme sans toucher les business. Comme ça, elles peuvent encore faire des réinvestissements, etc. Les sociétés qui versent des dividendes sont des sociétés pérennes. Elles ont choisi, et pour certaines raisons, elles ont choisi de verser des dividendes. Mais ça, c'est un sujet pour les prochains lives. On verra ça en détail. Je vous promets, chaque argument contre les sociétés à dividendes sont cassés facilement avec des articles, avec la pratique, avec des concepts de base, avec des graphiques qui eux-mêmes adorent montrer des sociétés contre sociétés sans dividendes contre dividendes. Si vous comparez même les ETF, un ETF aristocrate, ça veut dire un ETF avec des sociétés avec des billets dividendes, les ETF aristocrates battent les indices classiques. Donc juste ça, ça montre déjà que les réinvestissements des dividendes, c'est quelque chose de puissant et la stratégie sur des sociétés pérennes, c'est quelque chose qui fonctionne. D'autre côté, on a les small caps. On va trouver les Google, les Meta, des demain. On va trouver la prochaine Microsoft. Et ça, c'est possible en utilisant des critères bien établis. On n'a pas besoin de faire x100, de faire x50 pour être riche ou devenir un investisseur de succès. Il suffit de trouver 2 ou 3 sociétés pendant notre vie qui fassent x5 ou x10. Ça va booster déjà notre portefeuille à une rentabilité extrêmement élevée. Il suffit par exemple une société de portefeuille qui pèse 10%, qu'elle se multiplie par 4 pour booster la rentabilité de portefeuille pendant 4 ou 5 ans. Vous n'avez même pas besoin que les autres rentabilisent. Juste ça, trouver une pépite, ça permet de booster les portefeuilles. Sophie a fait un commentaire intéressant aussi. Elle a commenté dividende sur PA, avantage fiscal et donc augmentation de l'effet boule de neige. Exactement. Sur les PA en France, si vous êtes français ou vous avez la résidence fiscale en France, vous pouvez faire des investissements sur les dividendes. Vous allez recevoir les dividendes à chaque année et vous payez 0 impôt. Car l'impôt, il est payé seulement quand vous retirez l'argent de PA. Et je vais expliquer tout ça un peu plus loin sur les lives. Ici, j'ai fait un petit travail de recherche entre juin 2018 et juin 2023. Sur 5 ans de période, j'ai cherché les sociétés les plus rentables en termes de profitabilité et en termes de valorisation dans la bourse. Qu'est-ce qu'il y a en commun parmi ces sociétés qui ont fait des grandes qui ont multiplié la capitalisation, ont fait des grandes rentabilités dans la bourse française? Bon, 60% de ces sociétés sont des small cap, 20% mid cap et 20% big cap. Si j'ai fait cette même étude en Suède, au Brésil, en Chine, en Inde, sur une autre période, 2010-2015, 2000-2005, 85, je sais pas, vous allez trouver toujours la même chose. Les sociétés les plus rentables, ça veut dire celles qui sont capables de se multiplier par plusieurs fois, ce sont les petites. Les petites sociétés peuvent simplement aller sur un nouveau pays pour développer son produit et doubler les chiffres d'affaires. Ils peuvent avoir un nouveau produit qui fait un succès dans les marchés et réussir à multiplier les résultats nets. Elles ont beaucoup plus d'agilité également. Une petite société, elle peut changer de domaine d'activité et faire un nouveau produit. Elle peut faire beaucoup de choses. Et évidemment, avoir une taille plus petite permet d'avoir un potentiel plus élevé. Qu'est-ce qui c'est plus facile? Une société de 50 millions de capitalisation se multiplier par 2 ou une société qui pèse déjà 1 milliard se multiplier par 2. Ça ne veut pas dire que les big et les mid ne peuvent pas se multiplier. Elles peuvent. Mais la probabilité, c'est beaucoup plus petite. Imaginez la boulangerie du coin chez vous. C'est quoi que c'est plus facile? La boulangerie du coin, ouvrir une deuxième boulangerie, donc devenir un réseau, donc doubler des tailles, ou simplement chez Paul, un réseau de boulangeries très connu, multiplié par 2 ou 3. Évidemment, quand la société est petite, elle a beaucoup plus de potentiel de croissance. Et c'est ça qu'on cherche donc justement avec ces mélanges de deux stratégies, dividendes et small cap. Et c'est ça que j'ai fait dans la pratique. Dans la formation, j'ai un portefeuille small cap et j'ai un portefeuille dividende. Et nous faisons des investissements ensemble. Je montre comment un analyste financier, comment moi, j'ai commencé à bâtir un portefeuille, comment j'ai fait les managements, comment j'ai réagi pendant les crises, comment j'ai fait des achats réguliers, comment j'accepte les pertes, parce qu'il y a certaines sociétés qu'on ajoute dans les portefeuilles, sont la minorité, mais il y aura des sociétés qui ne vont pas performer bien. Il faut accepter ça. L'investisseur, il doit chercher des critères, des bases pour sélectionner des bonnes sociétés. Après, une fois que la société est ajoutée dans les portefeuilles, vous n'êtes pas les PDG, vous n'êtes pas un employé peut-être de la société. Donc, vous devez surveiller, mais il n'y a pas des promesses des résultats futurs. Mais l'effet de sélectionner des sociétés sans dette, des qualités, des marges élevées, ça augmente énormément la probabilité de succès et de même battre les marchés. Ici, vous avez la rentabilité, par exemple, du CAC Mid-Small versus les CAC 40, donc l'indice des petites sociétés versus l'indice des grandes sociétés. Les CAC
CAC Midismore sur des périodes des 10 ans a toujours battu l'indice CAC 40. La curiosité, c'est que sur les 5 dernières années, l'indice des CAC 40, des grandes sociétés, est en train de battre les Midismore en France. Donc, ça veut dire qu'en France, à ce moment, on vit une des rares périodes qui arrive normalement une fois sur 4 périodes des 5 ans. Donc, tous les 20 ans, on a une période des 5 ans où les grandes capitalisations vont battre les petites et il n'y a pas de problème. Parce que si vous avez un mélange d'une stratégie à dividende qui va avoir des big caps, des grandes sociétés dedans, avec une stratégie des small caps, vous allez toujours avoir un portefeuille équilibré en termes de volatilité. Toujours un secteur va gagner, toujours il y aura des opportunités ajoutées dans les portefeuilles. Les stratégies à dividende, toujours qui est possible dans les PA. Portefeuille small cap aussi qui est possible dans un CTO avec des investissements sur des sociétés américaines. Parce qu'aux États-Unis, on a 9000 sociétés. On a plus de 5000 petites sociétés. Et en Europe, on a les plus grosses sociétés qui payent des dividendes au monde.